Salutations compagnons et compagnonnettes. Alors aujourd'hui, nous sommes le 18 juin. Et le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle. En fin de compte, l'appel d'un simple colonel totalement inconnu qui est devenu général de brigade à titre temporaire. Un rebelle et bientôt, pour l'État Vichy, un traître à la patrie. Lui qui vient d'un milieu monarchiste et de droite costaud. Un obscur général de brigade. Enfin obscur ce jour-là, ce 18 juin 1940. Parce qu'en définitive, très peu de gens ont entendu l'appel du 18 juin. Et ce que l'on a tendance à oublier, c'est que cet appel fait suite à la déclaration du maréchal Pétain, qui était alors le vice-président du Conseil, Paul Reynaud, déclaration en vue d'admettre la défaite de la France contre l'Allemagne nazie. En effet, depuis le 14 mai 1940 et l'entrée de la Wehrmacht par Sedan, l'armée française a subi une grave déconfiture. Malgré quelques actes héroïques, l'armée française a été enfoncée par la Wehrmacht. Alors, j'ai envie, non pas de présenter exactement cet appel que tout le monde connaît, mais plutôt de faire une comparaison, une opposition entre ces deux personnages, Pétain et de Gaulle, qui vont se suivre pendant presque une cinquantaine d'années. Alors, de Gaulle et Pétain, c'est un peu le yin et le yang, le bien et le mal. Les deux vont se connaître extrêmement tôt, en 1912, et ils vont s'apprécier, ils vont s'admirer mutuellement, jusqu'à ce que le premier soit condamné à mort par contumace par le second, au début de l'État français de Vichy. Pétain va condamner de Gaulle à mort par contumace, pour haute trahison. Ironie de l'histoire, lors de son procès en 1945, c'est Pétain qui va être condamné à mort pour haute trahison contre la France. Et c'est de Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire de la République française, qui va commuer cette peine de mort en détention à vie. Mais il y a eu, après le héros de Verdun en 1916-1917 et la victoire de 1918 de l'armée française, il y a eu l'innommable, il y a eu la honte, il y a eu Montoire, la collaboration avec l'État nazi. Il y a eu la rafle du Veldiv. Il y a eu Pierre Laval, la sinistre milice de Darnand. Et enfin, la fuite grotesque et honteuse à Sigmaringen. Mais ceci est une autre histoire. Revenons aux relations entre de Gaulle et Pétain. Tout commence en 1912, dans la bonne ville d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Un colonel commande le 33e régiment d'infanterie. Ce colonel, c'est Pétain. Il a 56 ans, il est proche de la retraite, et il reçoit, parmi ses nouveaux officiers, un jeune sous-lieutenant qui ira loin. Ce jeune lieutenant, c'est Charles de Gaulle. Tout de suite, Pétain va remarquer le professionnalisme, la rigueur, l'intelligence, l'esprit novateur du jeune sous-lieutenant. Il lui fait un peu penser à lui, parce que Pétain, c'est quelqu'un de novateur. Alors oui, je vois des sourcils qui se lèvent à droite à gauche, mais si je reprenais une de ses phrases en 1919, après la victoire, il est, suivant les préconisations du célèbre général Étienne, le père de l'armée blindée française, il est un esprit novateur qui va donner les contours de la future guerre éclair allemande. Il préconise des régiments de chars qui doivent aller vite, en avant du front, soutenus par une artillerie et avec une infanterie qui suit. Il a déjà tout compris à la future Blitzkrieg. Mais alors, me direz-vous, que s'est-il donc passé dans l'entre-deux-guerres? Eh bien, tout simplement, il a retenu son esprit novateur et a suivi la tendance de l'état-major français pour qui l'infanterie est et reste la reine des batailles. Donc le char devra suivre et soutenir l'infanterie. Pétain, c'est l'homme qui va déclarer que le feu tue. Un jour, au 33e régiment d'infanterie, un général de division va programmer un exercice à balles blanc, heureusement. Il va faire monter à l'assaut un bataillon au fusil, baïonnette au canon, pour prendre un nid de mitrailleuse. Pétain va assister à cela d'un air dubitatif et il va déclarer à ses propres officiers: messieurs, voilà résumé l'exemple de tout ce qu'une armée moderne ne doit plus faire. Il avait compris que le feu tuait. On ne pouvait plus charger de façon héroïque, sabre au clair pour prendre un nid de mitrailleuse. Les sinistres combats et les hécatombes de 14-18 vont lui donner amplement raison. Pétain, ce sera le héros de Verdun parce qu'il reprendra la suite du général Mangin et du général Nivelle. Il préservera la vie de ses hommes. Alors Pétain va suivre l'ascension du sous-lieutenant de Gaulle qui va devenir lieutenant puis capitaine et il va l'aider et il va le prendre dans sa suite. Il admire son esprit, il admire sa langue française parfaite. Et Pétain a un rêve, il veut devenir académicien. Pour cela, il lui faut
écrire un livre. Et il a son idée, écrire un livre sur l'histoire militaire de la France. Alors pour la première partie, pas de problème, c'est lui qui va la rédiger concernant la Première Guerre mondiale. Mais pour la suite, il fait appel à son capitaine de Gaulle pour rédiger la seconde partie du livre qui devrait s'appeler Histoire du soldat français. Malheureusement, petit problème, Pétain ne veut pas de la signature de Gaulle pour son ouvrage. Alors éclate une brouille entre les deux hommes. Une opposition, un mépris, une haine qui va devenir intense entre les deux. Désormais, tous les opposent jusqu'aux conceptions de la guerre. En juin 1940, alors que tout semble perdu et que tout va l'être, Pétain va devenir le vice-président du Conseil appelé par Paul Reynaud. Ce même Paul Reynaud va s'enticher du colonel de Gaulle, va le prendre à son service en tant que sous-secrétaire d'État à la guerre et va le nommer général de brigade à titre temporaire. Et puis, dans les conseils, les deux hommes s'affrontent. Pétain veut l'armistice, il veut signer la paix. De Gaulle veut continuer la guerre à tout prix, suivi en cela par Churchill, parce que la France a signé un accord, un traité avec l'Angleterre, stipulant qu'aucune des deux parties ne doit signer une paix séparée. Alors De Gaulle va faire des allers-retours entre d'abord Tours où s'est réfugié le gouvernement, puis Bordeaux et l'Angleterre. Le 16 juin 1940, Churchill lui propose un projet qu'on pourrait qualifier de fantasque ou de fantastique, suivant les avis. Il propose la fusion entre les deux pays. La France et l'Angleterre ne feraient plus qu'un seul pays. La citoyenneté serait accordée automatiquement aux Français et aux Anglais. Il y aurait fusion des marines et des armées pour continuer le combat jusqu'à la défaite du Troisième Reich. Eh oui, mais cela rappelle un tantinet le traité de Troyes de 1420, au moment où, après la défaite d'Azincourt, respecter les règles. Ils ont dit le 25 octobre 1415, Henri V fait signer le traité de Troyes aux Français pour que son fils, le futur Henri VI, devienne roi d'Angleterre et roi de France. Alors cela ne tient pas. De Gaulle est enthousiasmé par le projet, mais le gouvernement ne tient pas. Il tombe le 17 juin 1940 et quand De Gaulle revient à Bordeaux, Paul Reynaud a cédé la place au maréchal Pétain. Alors De Gaulle, qui avait demandé au pilote de l'avion de laisser les moteurs allumés, remonte dans l'avion et il rejoint Londres. Il devient un rebelle. Ironie de l'histoire pour cet officier légitimiste et quasiment monarchiste. Alors, entre Pétain qui voulait la paix et qui l'a obtenue, et De Gaulle qui voulait continuer la guerre, qui a eu raison? De Gaulle, évidemment, puisqu'il a relevé l'honneur de la France, il a relevé le moral de nos troupes, il a pu, de Londres, organiser la résistance en France, l'armée secrète, il a pu créer l'armée de la France libre, redonner du courage aux Français après la guerre, et nous permettre de relever notre morale et de nous asseoir à nouveau au concert des nations. Puisque, lors de la capitulation à Berlin de l'armée allemande en 1945, sera présent le général de Lattre de Tassigny. Tout cela, on le doit à De Gaulle. Mais il y a une question que je me suis toujours posée. Et si la France avait continué la guerre suivant l'avis de De Gaulle? Si Pétain n'avait pas obtenu l'armistice, que se serait-il passé alors? Je vous propose dans la prochaine vidéo, qui sortira dimanche, un petit exercice fantastique qu'on appelle une uchronie. Uchronie, ça signifie qui n'existe pas dans le temps. Cela vient du préfixe grec u, qui signifie qui n'existe pas, et du suffixe chronos, le temps. Je vous donne juste le début. Ce sera un cauchemar. De Gaulle revient donc ce 17 juin à Bordeaux. Paul Reynaud est encore là avec son gouvernement et il suit l'avis de Gaulle. Le gouvernement prend le bateau et se dirige à Alger pour continuer le combat. Et alors, que va-t-il donc se passer? Vous le saurez au prochain épisode. Je vous remercie de me suivre. Si vous ne vous êtes pas abonné, faites-le. Je vous remercie de mettre des pouces. Faites des commentaires. Dites-moi si cela vous plaît, s'il y a des choses à changer. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à dimanche. Et souvenez-vous, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.